Bonjour, service de presse, tiers livre, c'est le 36. Ça veut dire que 36 fois depuis que j'ai commencé comme ça sur un coup de tête en improvisant, j'ai pris un livre reçu et j'ai décidé de l'offrir. Là, vous savez, vous avez été plus de 400 à voir la vidéo, 40 qui ont mis un petit commentaire, et donc c'est le Pascal Quignard dans ce jardin qu'on aimait que j'envoie. J'ai fait tourner la petite roulette et c'est une nouvelle, c'est Annick Brabant. C'était la première fois qu'elle mettait un commentaire YouTube. C'est comme ça, il va encore y avoir du bon à gagner. Moi j'ai besoin de cette forme d'échange, aucun regret de ça. On attaque, prendre le plus lourd, super emballé encore, ça c'est des professionnels de l'emballage. Je triche un peu parce que celui-là je sais ce que c'est. Ça vient de Bordeaux. Forcément beaucoup de gens qui m'écrivent de Bordeaux. Ouais, ils sont sympas. Ils mettent des petits marque-pages. Il y a du rap de marque-pages. 6 marque-pages. Ah, et puis il y en a un qui est manuscrit. Cher François de Blackwood. Ben, bien sûr, c'est moi qui ai demandé. C'est une rencontre qui s'est faite à Dax. Vous connaissez le blog de Chevillard, l'auto-fictif. Vous savez qu'une fois par an, et c'est là la 9e année, il y a un éditeur qui s'appelle donc L'Arbre Vengeur à Bordeaux, qui recueille les petits triptyques blogs d'Éric et qui en propose un volume. C'est le gars de L'Arbre Vengeur que j'ai croisé. On a sympathisé assez tout de suite. On s'est mis à parler de Lovecraft, ça va très vite. Et il m'a offert un livre. Et comme tous les Lovecraftiens connaissent ça, vous savez, Henry Whitehead. C'est un type qui publiait dans Weird Tale aussi. Simplement, biographiquement, c'est pas un type ordinaire. Il était pasteur. Et où il était pasteur? Dans une île vers Haïti, Saint-Domingue ou par là. Et donc, c'est que des nouvelles qui sont bourrées d'histoires vaudou, d'éléments comme ça. Et Whitehead sont correspondus avec Lovecraft. Je me rappelle plus s'ils se sont rencontrés, mais ça n'a pas une grosse importance. Mais en tout cas, pour lui, ça fait partie comme ça des auteurs de référence. Et l'influence, je sais pas le mot influence, je l'aime pas, mais en tout cas, le lien est direct. Et quand Lovecraft reprend des idées ou se risque comme ça dans le Commonplace Book, on a plein de choses qui viennent de Peter Whitehead, et dans L'Appel de Cthulhu, beaucoup de choses comme ça liées au vaudou que lui place dans la Louisiane viennent de Whitehead. Alors ça, c'est pas chez l'Arbre Vengeur, c'est l'Éveilleur, c'est une autre maison de Bordeaux, mais c'est la même équipe. Et David Vincent, donc de l'Arbre Vengeur, me dit « Mais on va rééditer Algernon Blackwood ». Or, Blackwood, c'est une prose immense. C'est, pour Lovecraft, c'est la révérence. Et non seulement ça, mais un récit qui s'appelle « Les saules », où la végétation devient vivante. Un thème qui, pour nous, je pense, on est encore plus sensible à ce genre de choses que là, il y a 90 ans. Et la stratégie donc de l'Arbre Vengeur, c'est pas de refaire traduire Algernon Blackwood, c'est costaud à traduire et il mériterait comme ça une retraduction. C'est de reprendre ces livres épuisés. Par exemple, celui-ci, c'était chez De Noël dans les années 70, tous ces De Noël que cette grande maison a laissé généreusement choir, et donc en faire des reprints. Pas des reprints, c'est entièrement recomposé, remaquetté. Et ils m'ont demandé une petite préface, il a fallu la faire très vite, mais vous parlez d'un plaisir et d'un honneur, donner une préface sur le lien de Lovecraft à Algernon Blackwood, et mettre une préface juste avant les saules et autres grands récits d'horreur à la Algernon Blackwood. Et David, très gentiment, me disant que le livre sort, me dit « Combien tu en veux d'exemplaires ?» Eh bien, je lui en dis « J'en veux 2 !» Combien ils le vendent? 18 €, c'est quand même pas rien. Et je dis un que je garderai moi, heureusement, parce que j'en suis fier, et 2, un que je remettrai en circulation via mon site, parce que ouais, j'ai bien envie que ça circule et que ces mecs Arbre Vengeur qui font un super boulot
eh ben, ça les incite aussi à continuer, à en faire d'autres. Il y a toute cette galaxie autour de Lovecraft à explorer. Algernon Blackwood, une nouvelle qui s'appelle L'homme que les arbres aimaient, mais celle qui est en tête du recueil, c'est Les Saules, la plus célèbre. Eh ben, c'est celle-ci qui repartira, prochain tirage. On continue. Là, ça, c'est du molletonné. Molletonné parce qu'ils doivent avoir des livres plus fragiles que d'autres. La contre-attaque. Christian Prigent, Michel Surya, Cédric Demangeau, Jean-Paul Curnier. C'est édité chez Poncerc. Je connais pas. La contre-attaque, Christian Prigent, etc. Il y a des articles, en fait, ouais, c'est de la critique. Là-dedans, il y a Jean-Philippe Casier, Jacques Sicard, Jean-Claude Pinson, Pacôme Thielman. Waouh, il y a du Pacôme Thielman. Pas me faire croire que Pacôme va écrire sur Prigent, quand même. Il y a un petit bout de Kleist, tout au bout. Le petit géographe, Königsberg, 1801, traduit par F.R. Metz. Le petit géographe, ou vie de Franz Wilhelm von Kleist, décédé à l'âge de 5 ans et 6 mois. Un monument qu'élève à sa mémoire, le dédiant à ses proches et ses amis, son oncle, qui ne l'oubliera jamais. Königsberg, 1801. Oh, un joli petit trésor. Pacôme, Thielman, répond, cité par là, Le temps des soufis panique, page 255. Boum. Pacôme Thielman, Le temps des soufis panique. Nous vivons une période si ténébreuse que nous sommes obligés de radicaliser notre luminosité. Nous sommes gouvernés par des individus si lâches et si mesquins que nous n'avons d'autre choix que de redoubler de courage et de générosité. Et ils font tellement ostensiblement la gueule que nous avons le devoir d'être joyeux. Nous sommes des soufis, paniques, dionysiaques et intègres, excessifs et simples, intenses et souriants, aussi charnels que spirituels. Comme le soleil, nous éteignons inlassablement la nuit. Un beau titre, ça. Nous sommes en apparence plus seuls que tous les hommes et toutes les femmes qui nous ont précédés, mais en apparence seulement. Eux vivaient dans des mariages à crédit, des amours mortes depuis longtemps, des haines masquées en mignardises empoisonnées. Ils étaient seuls et ils vivaient comme s'ils ne l'étaient pas. Nous vivons comme si nous étions seuls, mais nous sommes reliés à tous les êtres. Et quand nous sommes le support d'une épiphanie amoureuse, alors elle est un pur joyau de nuit, elle intimide jusqu'au soleil. Il y a 3 pages comme ça mériterait une lecture intégrale. Pacôme Thielman, voici le temps des soufis paniques dans ce livre qui s'appelle La contre-attaque, dirigé par Alain Junion et proposé par Poncerc, que je remercie pour Kleist et pour Pacôme. Paul, c'est pas souvent que Paul m'envoyait des bouquins. Autrefois, il m'en envoyait beaucoup. Jacques Dupin, Discord. Alors là, évidemment, plus que reconnaissant, Jacques Dupin, c'est mort maintenant. Waouh, allez, c'est 2008, 2010. Évidemment, un homme auteur de tout premier plan. Qu'est-ce que j'ai ici? Le corps clairvoyant, avec sa postface de Valérie Hugot et préface de Jean-Christophe Bailly. Mais évidemment, le problème des Gallimard Poésie, c'est que c'est destroy. Déjà que vous achetez de la poésie, vous devez être un peu barré, donc à quoi ça servirait de vous mettre des bouquins qui tiennent? Donc, c'est pourtant au moins le 3e que je rachète. Là, on est chez POL, c'est du costaud. Il y a un petit mot de dédicace qui est signé « La littérature pour mettre le désordre là où l'ordre s'installe ». Non, c'est le slogan de Paul dans le marque-page. Des textes de 1995, c'est cette façon de 2008, un caillou. Cette manière de Dupin de travailler sur l'espace. Trop d'enclaves, trop de jours, et sans le jour caverneux, ductile de l'interruption et du sang, des lèvres désunies desserrant la voix, issue reptile, niée, dressée, le même étau, une naissance,
par la seule pulsion traîtresse du double, réconcilié nul, ne s'épouvant étant entravé nul, invective météore au commandement, à l'incrustation d'un visage inversé dans la pierre, par l'obliquité des rayons, nous, plus calmes dans la destruction, suivons les lignes sauvages, itinérant la mort, à dos de femme. Les tyrans dans la lumière, un rire grêle, atroce, sororal, déchire le mur de papier, l'heure la plus nue nous lie à son profil instrumental, enlevé dans le granit par un surcroît de lumière. Nous, plus calmes dans la destruction, suivons les lignes sauvages. Jacques Dupin. Discorde, c'est chez POL. Le mot il reste. C'est marqué là. Je vous souhaite bonne lecture. De quoi? Jean-Michel Espitalier, Syd Barrett, Le Rock et autres trucs. Alors ça, content qu'il me l'envoie, le Jean-Michel. Syd Barrett, vous savez, vous êtes peut-être trop jeune pour ça, vous autres. Le Pink Floyd. Et juste au début du Pink Floyd, il y a eu un changement de guitariste. Au départ, c'était Syd Barrett, ensuite David Gilmour. Et Syd Barrett était un espèce d'instrumentiste génial, explorateur, évidemment peut-être beaucoup trop expérimental pour ce qu'allait devenir la grosse machine Pink Floyd avec Roger Waters et David Gilmour. Et fallait bien Espitalier pour aller faire un livre sur Syd Barrett. Et si vous regardez, je vais mettre le lien en dessous, récemment, Jean-Michel Spit, comme nous on dit, parlait de ce livre, vous savez, la chaîne de la librairie Mola, qui sont souvent dans les salons du livre, ils prennent des petits trucs de 4-5 minutes comme ça avec des auteurs, et Syd Barrett arrête la musique, et Jean-Michel fait un parallèle comme ça avec ceux qui s'opèrent vivants de leur art étant tout jeune. Lui, c'est Rimbaud, c'est à 20 ans, lui, c'est à 24 ans. Et donc, en fait, parlant de Syd Barrett, c'est de beaucoup plus qu'il parle. C'est pas simplement de l'histoire du rock, c'est ce contexte comme ça de drogue, d'expérimentation, d'invention, mais c'est bien évidemment aussi de la nécessité pour nous d'avancer, travailler, et son portrait de Rimbaud en Syd Barrett, c'est évidemment ce qui se passe ici dans ce livre. Donc Jean-Michel Espitalier, Syd Barrett, Le Rock et autres trucs. Le mot et le reste, vous voyez qui c'est une maison d'édition qui est installée à Marseille et dont le catalogue est principalement axé comme ça sur la musique, toutes les musiques, ou la musique sans autre détermination. Et c'est important parce que je trouve que c'est un petit peu les seuls comme ça à se risquer dans ces trucs. On est dans les bords, on est dans les marges, mais c'est là où évidemment tout se joue, où tout grince. En plus, ils sont de super beaux maquettes et tout ça. C'est imprimé où? Imprimé à Gémenos dans le 13, et ils font travailler les mecs de chez eux. Syd Barrett, Le Rock et autres trucs, Le mot et le reste, et regardez un petit peu leur autre catalogue si vous avez le courage. Ça va peut-être pas être là. Je vous en parlais l'autre jour des catalogues, et que j'aime bien recevoir des catalogues, mais que j'avais mes préférés dans le catalogue, et ça c'est l'américain B&H dans la 34e rue. C'est une espèce de bible du matériel. Alors évidemment, par exemple, là, vous avez des projecteurs LED pour faire des trucs. Moi, j'achète les mêmes choses chez Brico Dépôt, c'est 30 € et pas 500 $. Hein. Il faut se méfier. Mais enfin, quand vous voyez tout ce qu'ils font, comme ça parle du matériel, ça permet de rêver tous les objectifs qu'on ne peut pas s'acheter. Alors, oui, c'est objectif Sigma. Moi, je suis avec ici, là, je filme sur le Sigma Hart 1835. Ben, il doit y être aussi. Il y a tout. C'est un petit peu... Bon, je sais pas si j'en fais grand usage, mais j'ai toujours le dernier catalogue bien acheté, des trucs sur les drones, des trucs sur les micros, tout ça. On va rêver sur la Camelote. Édition du Seuil. Oh non. Revue poétique.
Ça fait au moins 10 ans qu'ils me l'envoient. C'est une revue qui est payée par le CNRS. Vous savez que le CNRS, de l'argent, ils en ont tant qu'ils veulent, tant qu'ils veulent. Et au départ, plein de fois, j'ai signalé au seuil, mais pourquoi vous m'envoyez cette revue? Et qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Bah non, ils me continuent de l'envoyer quand même. Je suppose que ça n'a pas trop d'importance. Des fois, je me suis énervé. J'ai dit, arrêtez, j'en renvoyé. Je leur en ai une fois renvoyé une. Arrêtez de m'envoyer la revue poétique. J'aime pas qu'on gaspille. Continue. Ah, ça va être un service de presse qui va filer vite. Qu'est-ce que je pourrais faire pour meubler un peu? Parler de moi? Je sais pas. En ce moment, quoi? Toujours mes petits bouquins. On sait pas que je suis un peu en panne. Attendez, prenez Jean Galmo, tiens. On n'a jamais parlé de Jean Galmo. Un mort vivait parmi nous. Quelle étrange histoire. Est-ce que vous avez souvenir d'une histoire de Blaise Cendrars qui s'appelle Rome? Eh bien, Rome, R-H-U-M, c'est la vie de Jean Galmo. Et c'est une drôle de vie, des entourloupes politiques, le bagne, un exil en Guyane, cette traversée, tout ça. Là, j'ai pas révisé, mais cherchez Jean Galmo sur Wikipédia, tout simplement, et puis vous verrez cette chose-là, l'aventurier, mais qu'il y a derrière. Mais de la même façon que Blaise Cendrars fait ses montages de Kodak, ses cut-up à partir de Gustave Le Rouge, Rome, l'histoire de Jean Galmo, c'est aussi l'histoire d'un aventurier de langue. Et ces deux textes, quelle étrange histoire, bon évidemment ils n'étaient plus disponibles, toujours ce mépris de notre langue pour son histoire. Regardez, 36, 37, c'est des petits chapitres, il y a combien? 71, 73, 76 chapitres qui font peut-être des fois qu'une seule page, j'ai ouvert au hasard. Un cri, point. Un cri aigu qui se prolonge, virgule. Un cri de femme, paragraphe. Puis le silence encore, paragraphe. Le bateau frémissant écoute. Dialogue. Navire, toi qui as connu toutes les douleurs, toutes les hontes, toutes les folies des hommes. Navire, je sais que jamais tu n'as tremblé comme ce soir. Paragraphe. Mais une voix s'élève qui vient de la passerelle et qui est sa voix. Dialogue. Ayez pitié de moi. Alors, comme si cette prière appelait des fidèles, voici que du fond de l'abîme de l'horizon, du vent soudain dressé et du navire en émoi, d'autres voix accourent qui répètent « Ayez pitié de moi ». La voix de la passerelle dit encore « Ayez pitié de moi ». Dominant les voix qui l'entourent, le bateau qui a vu l'homme et la femme enlacés et qui les a entendus, le bateau haletant a crié à son tour « Le secret, le secret ». Jean Galmo, ça c'est quelle étrange histoire avec traversée en paquebot, avec remontée de la Louisiane. On dirait presque ce film fou là, de Fitzcarraldo, du type qui transporte son piano par-delà les montagnes dans la jungle. La mort vivait parmi nous. Là, on est vraiment dans une histoire de bagnard. Bon, voilà, j'ai numérisé, composé, mis en page 2 livres de Jean Galmo. Je peux vous assurer que ça bouleverse pas mon chiffre d'affaires. Ça fait rien, je l'ai fait et ça existe. Et là, bientôt, ça va être la première année, l'anniversaire de ma petite maison tiers-livre éditeur collection que j'ai appelée Grand Singulier. J'attends avec impatience maintenant le mois de juillet pour m'y recoller, élargir et tout ça. Mais vous voyez, c'est juste ça qui compte. Est-ce que ça compte pour un texte d'exister? Est-ce que ça compte pour un texte qu'on l'honore avec ce qu'on sait faire de typo, de matière, de choix, Je donne pas la réponse. Vous la chercherez vous-même. Il me reste quoi? Il me reste ça. Ça t'est envoyé en recommandé en plus. Je me porte sur l'air de recommandé. J'ai toujours peur que ce soit encore l'histoire de facture, tout ça. Est-ce qu'on va y arriver? Bonjour, vous connaissez mes livres, voici mes images. Yves. Quel Yves? Yves Bureau, B-U-R-A-U-D. Je connais ces livres? Non. Qui est Yves Bureau? Madame, monsieur,
La Maréchalerie, centre d'art contemporain de l'École nationale supérieure d'architecture de Versailles, a le plaisir, c'est pas lui qui a payé, donc ça va, de vous adresser l'ouvrage. Nous utilisons maintenant le pays lui-même comme sa propre carte, édité à l'occasion de l'exposition monographique d'Yves Bureau, présentée à la Maréchalerie du 22 janvier au 20 mars 2016. Cette publication est coditée, etc., etc. La Maréchalerie, art contemporain, École d'art de Versailles. Ah ben, c'est un magnifique catalogue. Abscisse et ordonnées, bonheur, calendrier, chemin, emprunt, financement, lotissement, nature, mitage, paysage, poste, temporalité, terme. Et voilà, avec l'image qui va avec. C'est pas des phrases, c'est juste des mots en haut. Architecture fonctionnelle, autorité, boule. C'est beau, ça fait des belles listes. Joseph Albers, police. Cantine élection, France, isoloir, Jeanne d'Arc, permanence politique, présentoir, province, quenelle, roi, salle des fêtes, Shadok, Vichy. Annie Albers, archives, etc. Ah, c'est joli. C'est pas trop ce que je cherche en texte, c'est pas trop ce que... Mais c'est un montage d'images comme ça, mais évidemment on est sur la ville. Vous savez, à la BN, à l'automne, il y aura une grosse expo comme ça sur ces rapports photographie et paysage urbain. Bon, bah, merci du cadeau. Nous utilisons maintenant le pays lui-même comme sa propre carte. Fabriqué par la Maréchalerie Centre Contemporain. Les frais de port ont été payés par l'école de Versailles. Moi, je ne me vois pas demander à ma propre école de payer les frais de port pour mes trucs à moi. Bon, écoutez, c'est comme ça. De toute façon, je vais le déposer à l'école. Merci. Il est trop court, mon service de presse. Ben, tu vois, ça dépend. Hein. Il y avait un commentaire la dernière fois, quelqu'un qui a dit « J'aime bien vos bavardages ». D'ailleurs, j'ai dit « Mais bavardages, ça m'a un peu... » Puis finalement, c'est tellement bien de pouvoir avoir un petit temps de bavardage. Tout. Vous vous rappelez Blackwood, Les Saules, c'est lui qui a gagné. L'arbre vengeur. Qu'est-ce que j'avais que j'ai balancé tout à l'heure? Super magnifique texte de Paco Mtielman, auteur beaucoup trop rare, à la fin de la contre-attaque. Je ne sais pas comment vous allez faire pour trouver ça. Le temps des soufis paniques. J'en lis juste un tout petit bout comme post-scriptum. Supplément de Paco Mtielman, auteur tellement rare et trop rare. Nous ne nous retrouvons dans les pensées d'aucun politique prétendant modifier le cours de ce monde, quand bien même il aurait commencé sa carrière par altruisme ou par haine de l'injustice, s'il avait réussi à déplacer ne serait-ce qu'une poignée de sable dans le Sahara, nous le saurions. Par contre, nous pouvons nous retrouver en harmonie avec les gnostiques, les Israqiyoun et les poètes. Cette solitude que nous vivons, ils la connaissaient. Cet appauvrissement, ils l'éprouvaient. Enfin, cette spiritualité sauvage, ils en possèdent la clé, car nous sommes seuls, pauvres, et nous ne croyons en rien. Paco Mtielman, c'était le 36. Merci à tous d'être restés pour les bavardages.